Ça va? Ouais, très bien, vas-y, installe-toi. Bonjour Nicolas, ça fait plaisir de nous accueillir ici au centre d'entraînement de la Jaunelière. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Tribune Nantaise, déjà c'est pas bien, donc faites-le dès maintenant. Et si vous venez sur notre chaîne YouTube, vous verrez plusieurs choses, vous ferez un peu une visite de Nantes. On avait fait Pierre Aristou il y a quelques semaines à la Cigale dans le restaurant le plus mythique de Nantes. On avait été à la Beaujoire avec la mamie du FC Nantes, avec un grand nom aussi du FC Nantes, Stéphane Ziani, à l'Urban Soccer. On s'est amusé à faire un jeu avec la barre transversale, l'ancien jeu téléfoot, qui était drôle. Ici, on l'avait jamais fait. C'est la Jaunelière, donc franchement, c'est extraordinaire. Merci de nous accueillir ici. Avec grand plaisir. On est juste après l'entraînement en plus là. Juste après, exactement. Alors forcément, ma première question, j'ai envie de la poser sur ce centre d'entraînement qui a été créé en 1979. Donc d'après mes calculs, si je suis pas très bon en maths, mais ça doit faire à peu près 50 ans. Est-ce que après 50 ans, ce centre d'entraînement, il est encore adapté à autant de monde, les garçons comme les filles, qui sont réunis ici? Ben, ce centre, il a une histoire. Après, on va dire qu'en termes de performance aujourd'hui, il va nécessiter des aménagements. Que ce soit pour les gars, pour les filles, pour les jeunes. C'est un centre aujourd'hui où on peut plus vraiment parler de haute performance comme ça peut être le cas dans d'autres centres d'entraînement. Par contre, c'est un centre qui a du vécu, c'est un centre qui respire encore le FC Nantes, mais pour la performance, c'est un centre qui va devoir être modernisé. Ouais. Nous, qu'on a visité un peu le lieu tout à l'heure, on a vu déjà GECO qui ont été montés pour faire de la musculation, pour les filles, etc. Et je pense, arrête-moi si je me trompe, c'était pour faire un aménagement des horaires par rapport à ce qui allait parfaitement avec les garçons, c'est ça? Ouais, surtout avec alors l'ensemble des équipes qui s'entraînent sur le lieu, c'est-à-dire qu'il y a les gars, il y a les jeunes, il y a l'académie féminine, il y a l'équipe première féminine, il y a l'équipe première masculine. Donc là, il y a tout le club. En fait, le club a fait le choix d'avoir une unité de lieu avec les avantages et les inconvénients que ça peut comporter, dans le sens où quand on veut par exemple utiliser la salle de muscu, il faut qu'on s'adapte avec les autres pour trouver les bons créneaux en fait. Et donc c'est pour ça que nous on avait fait cette demande-là, de pouvoir avoir une Algeco spécifique pour pouvoir faire la muscu par exemple juste après l'entraînement, en fin de matinée ou en début d'après-midi. On vous a vu vous entraîner surtout sur l'autre partie, sur l'autre synthétique. Est-ce que tu sens un déséquilibre aujourd'hui? Est-ce que parce que les garçons étaient là en premier, parce que c'est plus récent pour les féminines, encore aujourd'hui historiquement on fait passer les garçons en premier sur certains avantages entre guillemets plutôt que les filles ici pour l'instant? Non, après c'est comme tout. Factuellement, on a aussi été créé après la section masculine, donc c'est pas une histoire forcément de qui a la priorité sur qui. On essaie de fonctionner en bonne intelligence. Et puis, il y a aussi les jeunes qui ont des aménagements de scolarité sur lesquels ils ne peuvent pas trop déroger. Nous, on a des adultes, donc on est un peu plus flexible. Okay. On essaie, sur certains points, on a certains avantages. Sur d'autres points, ce sont les garçons qui les ont. On essaie de fonctionner, de cohabiter en bonne intelligence. Et puis, quand il y a un besoin spécifique, par exemple, on rajoute un bagalo pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué dans une interview que tu avais fait il y a à peu près 1 an. Tu disais que les filles avaient du mal à s'entraîner sur des terrains herbes la semaine. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui, 1 an après? Ouais, c'est toujours le cas. C'est toujours le cas parce que déjà s'entraîner sur un terrain herbe dans la région, c'est pas simple au vu des conditions météo. Garder un terrain herbe de qualité toute la saison, c'est très dur. Pour ça veut dire qu'il faut aller chercher des terrains plutôt hybrides, donc qui sont très rares. Voilà, il y en a 2 chez les garçons pour la Ligue 1, sinon il y en a un pour l'équipe réserve. Il y a Sopin, et après il y a la Beaujoire, donc ça ne te fait pas beaucoup déjà de terrains hybrides dans la région à exploiter. Et nous, effectivement, c'est compliqué de s'entraîner sur l'herbe. Là, on a vu qu'il y a quand même pas mal de problématiques avec ce centre d'entraînement historique et la direction de Valdemarquita avait tenté il y a plusieurs années de construire un centre entièrement neuf, beaucoup plus grand à Vers-sur-Loire. Ça a été avorté en 2024. Est-ce que tu penses que ce serait une bonne idée de délocaliser le centre pour en avoir un plus grand? En fait, ça dépend des contraintes que tu as en termes de cahier des charges, d'environnement. Si tu peux faire ce que tu veux ici, tu n'as pas forcément la nécessité d'aller délocaliser parce que tu as déjà un outil, tu as déjà une base. Si maintenant ici tu rencontres énormément de contraintes et beaucoup trop de contraintes et que tu veux améliorer, on va dire, l'aspect performance de ton centre de formation, de tes garçons, de tes filles, à un moment donné, t'as pas le choix.
Si tu veux améliorer ton outil et qu'on ne te permet pas de le faire, tu es obligé de trouver d'autres solutions. Les opposants à ce centre d'entraînement, parce qu'il y a des opposants, disaient que on allait perdre l'ancrage local en partant à 40 minutes de Nantes. Et puis même pour les gens qui habitent à Nantes de manière intrinsèque, bah, pour aller aux entraînements, ça allait être compliqué, quoi, pour aller le public. En fait, tu as des avantages et des inconvénients. C'est-à-dire que si demain, tu peux pas faire mieux que ce que tu as en termes d'infrastructure, tu vas vieillir dans ton jus. Ça, c'est ce qui va se passer. Donc, tu vas garder ton ancrage local, mais tu vas plus pouvoir faire de la performance. Donc, l'un comme l'autre, qu'est-ce que tu privilégies? Moi, tu me demandes en tant que technicien, je vais toujours faire passer la performance. Alors, si tu peux avoir et la performance et l'ancrage local, magnifique. Donc, ça dépend en fait et ça, c'est des choses que je maîtrise pas. Ça va être toutes les contraintes environnementales, les contraintes gouvernementales qui te permettent de pouvoir, par exemple, faire 2 ou 3 étages. Est-ce que tu dois garder à l'identique ou pas? Est-ce que tu as le droit d'aller couper certains arbres qui te permettent d'aller remettre d'autres édifices ou pas? Ou est-ce que c'est interdit? Et admettons, tu peux pas bouger les bâtiments. Tu dois reconstruire à l'identique. Tu peux pas monter tu peux pas aller travailler sur de la hauteur. Tu peux pas aller travailler sur de la surface. À la fin, tu vas te retrouver coincé. Donc oui, tu vas garder ton ancrage local. Mais en termes de perf, tu seras en difficulté. Toi, ton amour avec ton histoire avec le FC Nantes, elle a commencé très tôt. Et pour ceux qui te connaissent pas encore parfaitement, on va refaire un peu ta page Wikipédia. Parce que, en fait, j'ai remarqué que tu avais un site internet, nicolaschavot.com. Il est très bien, il est très beau, mais il n'y a pas encore ta page Wikipédia. Donc, j'ai fait des petites recherches. J'ai demandé à une intelligence artificielle de faire ta page Wikipédia. Okay. Et on va voir ensemble s'il y a des choses vraies, s'il y a des choses fausses. Il faudrait que tu m'arrêtes quand je me trompe. Ok, ben on regarde. Alors, Nicolas Chabot est né le 27 octobre 1993, ne triche pas, à Nantes. Faux, déjà. Faux, c'est où? Je suis né à La Roche-sur-Yon. D'accord. Je suis né le 21 septembre 1994. Voilà, donc n'écoutez pas les intelligences artificielles, déjà, c'est faux. Tu es supporter du FC Nantes depuis l'âge de 6 ans. Bon, même avant, mais... Au moins, ouais, au moins. Une passion transmise par ton grand-père. Exactement. Et tu fais, à l'époque, à peu près 1h30 de route de par chez toi pour aller voir le premier match que tu étais voir à la Beaujoire, c'était Nantes-Toulouse. Exactement. Le résultat, tu t'en souviens? 1-0, non. 1-0, on va le noter sur Wikipédia. Impeccable. Donc, originaire de Vendée, tu vas devenir coach à seulement 14 ans. Et tu commences à encadrer les équipes de jeunes de l'AS Givran. Est-ce que tu connais le classement de l'Entente aujourd'hui? Parce que c'est une Entente. Non. Tu l'as pas? Non, je l'ai pas. Eh ben, je peux te dire qu'ils seraient bien contents de ton retour. Ils n'ont pas eu de victoire depuis le 2 novembre. Aïe, aïe, aïe. Ils sont en D2, ils sont 5e aujourd'hui. Voilà. Donc, comme ça, tu as des petites news de ton ancien club. Tu as été coach très très jeune à 14 ans. Mais comme tout le monde, ton rêve était quand même de devenir joueur de foot professionnel. Wikipédia indique que ton modèle était Djibril Cissé, auquel tu imitais la coupe de cheveux. C'est vrai ou c'est pas du tout? Pas du tout. Je suivais à l'époque, j'avais des modèles, mais bien sûr, je dirais Zinedine Zidane, Ronaldinho. Voilà, c'est le joueur que j'aimais 2006, cette époque un peu. Ouais, alors c'est vraiment... T'as pas de Coupe du Monde un peu. Même si, tu vois, je regardais avant, mais bien sûr, c'était les deux joueurs, moi, qui m'ont vraiment marqué sur mes débuts. Et puis après, l'époque un peu Cristiano Ronaldo, Léo Messi, tu vois. Pas des mauvais joueurs, tous des joueurs offensifs. Voilà, j'étais plutôt orienté sur les joueurs offensifs. Mais très vite, voilà, t'es passé de te dire, bon, bah, footballeur professionnel, peut-être un peu limité, parce que aussi, tu as les opportunités de devenir entraîneur. Tu fais un cursus universitaire à la fac de sport, donc ouais, STAPS. C'est ça. Et ensuite, tu es rentré comme stagiaire avec le groupe pro à l'époque, avec une anecdote assez improbable. Alors, je ne sais pas si elle est vraie, ta maman était plus ou moins la voisine de Michel Derzakarian? Pas tout à fait. Ma mère, en fait, était la voisine de Bruno Maronchelli à l'époque, donc quand elle était plus jeune, qui était l'adjoint de Michel Derzakarian. Donc quand je suis rentré justement en tant que stagiaire. Et tu as fait une semaine là-bas avec une anecdote assez dingue, parce que c'est grâce à ce lien un peu avec ta mère que tu as pu rentrer du coup au FC Nantes en premier lieu. Alors j'avais envoyé, en fait à la base j'avais fait passer une lettre parce que j'avais une enquête métier à faire la première année, donc tu vois c'était une interview classique sur le parcours de Bruno, ce qui avait fait qu'il en était arrivé là, etc. Et puis le feeling c'était bien, enfin ça s'était très bien passé avec Bruno. L'année d'après j'avais un stage d'observation à faire, donc d'une 20aine d'heures à peu près. Et puis je l'avais ressollicité, chose à laquelle il avait été totalement réceptif, donc j'avais pu faire toute une semaine complète avec eux sur ma deuxième année de faculté. Okay. Et c'est là, lors de cette deuxième année, où j'ai commencé à rencontrer aussi un peu du monde au club. À l'époque, c'était Johan Sidaner qui était sur la responsabilité de l'école de foot. Okay. Et puis, c'est grâce à lui, derrière, que j'ai pu rentrer
sur les catégories de jeunes de l'école de foot. Et si on fait sur la ligne temporelle, c'était en 2014. C'était 2014, ouais, C'est mon ça. stage, mon premier stage. Et ensuite, ça va très vite. Tu entraînes les 8, les U11, ça monte, les U13, les U15. Ensuite, tu mélanges, tu arrives à entraîner les garçons et les filles. En même temps, bon, c'était un peu compliqué au bout d'un moment. Sur la préfo, j'étais adjoint. Sur Ouais. l'école de foot, j'étais en premier. Après, j'étais responsable du pôle U10, U11. Et puis, j'étais adjoint avec Max Batti sur 14 et 15. Et puis, en parallèle, j'ai mené donc la double catégorie, où c'est Voilà. là où j'ai commencé sur les années Covid Oui. à récupérer une équipe, l'équipe réserve féminine, en plus des jeunes que j'avais. Donc, si on veut mettre parfaitement à jour le Wikipédia, on rajoute quelle ligne pour 2027? Est-ce qu'on rajoute une Coupe de France ou pas? Avec plaisir, on peut faire tout ce qu'on veut. Après, ça va dépendre aussi du tirage au sort derrière, où il y a eu moins de chance les 2 dernières années, où on était tombé très rapidement sur Lyon et Paris, de Ouais. mémoire. Et on avait été au plus loin en demi-finale, c'était en 2021-2022. Est-ce que tu penses, imaginons, pas de bol, on retombe sur Lyon, est-ce que c'est possible de battre ce Lyon qui est un peu trop au-dessus cette année? C'est à 11 victoires, 0 match nul, 0 défaite. Ce sera dur. Est-ce que c'est possible? Ouais, sur un match, peut-être que tout est possible. Et la preuve, c'est que Reims a réussi à le faire la saison dernière. Ouais. Maintenant, ce Lyon-là, il est quand même en ce moment très très costaud. Ça voudrait dire que si, pas miracle, parce que c'est vraiment possible quand même, tu deviendrais un peu le José Arriba féminin. Je vais un peu loin, mais parce que José Arriba, ça a été le premier coach du FC Nantes à faire remporter un titre au Nantais. C'était un championnat à l'époque, en 1965, c'était il y a 60 ans. Et 60 ans plus tard, il y a peut-être cette possibilité d'aller chercher un premier trophée pour les filles. Ça serait avec toi. Je te pose ces questions parce que moi, j'ai pas peur de dire que, surtout en plus, on est en début d'année, en 2026, donc on a le droit de rêver. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince, c'est: faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. C'est quoi le rêve ultime de Nicolas Chabot dans le football? Le rêve qu'on peut avoir, je pense, quand on est entraîneur sur les parties professionnelles, c'est d'aller chercher les plus gros trophées, on va dire. Donc ça peut être une Coupe du Monde, ça peut être une Ligue des Champions. Voilà, ça c'est les rêves et c'est les objectifs qu'on se donne sur le très long terme. Ouais, ça c'est un rêve. Une Ligue des Champions, c'est possible avec une ville que tu apprécies peut-être un peu. Pourquoi pas partir en Espagne, à Barcelone? T'es enrhumé, mais il me semble. J'y étais il y a pas Voilà, très tu longtemps. étais il y a pas longtemps, me semble-t-il. Ce que je veux dire par là, c'est que le FC Barcelone a été 3 fois, les filles ont été 3 fois championnes, ont gagné 3 fois les Ligues des Champions sur les 5 dernières années. Est-ce que toi, ça te ferait pas rêver, si, encore une fois, les opportunités arrivent, de venir entraîner les filles du FC Barcelone? Si un jour l'occasion se présente, évidemment, pourquoi pas, hein. Ça reste un très grand club, une très grosse structure, une très belle équipe, voilà, comme tu le dis, qui a gagné plusieurs fois la Ligue des Champions. Donc non, si un jour l'opportunité se présente, avec plaisir. J'ai l'impression que depuis le début de ta carrière, c'est que des opportunités qui sont arrivées par travail, hein, bien évidemment. On va en reparler tout à l'heure, mais où tu as fait des choses quand même folles, où il fallait vraiment se donner, et c'est pas donné à tout le monde. Mais il y a aussi eu cette chance de la vie qui ont fait que à chaque fois, tu as pris le bâton qu'on t'a tendu et ça t'a amené là où tu es aujourd'hui. Et donc, je te souhaite que ça puisse aller encore dans ce sens-là. En parlant de l'Espagne, donc du coup, tu aimes ce pays-là, tu as des coachs espagnols que tu respectes beaucoup et qui t'inspirent dans ton travail de tous les jours. Comment ça se manifeste concrètement avec les filles sur le terrain, que ça soit peut-être dans l'aspect technique, aux entraînements, sur la gestuelle, dans ta manière de communiquer? Non, après, c'est des choses, c'est des lectures, c'est des conférences sur lesquelles j'ai pu assister, c'est aussi bien des matchs qu'on regarde. Donc, parfois, l'influence, ça peut être sur une idée directrice, par exemple, qu'ils peuvent avoir. Je trouve que si on prend un des coachs espagnols que j'aime beaucoup et que ça fait des années que je suis, c'est Luis Enrique, qui est aujourd'hui en très grande réussite avec le Paris Saint-Germain. Lui, par exemple, je trouve sa manière de faire passer le collectif avant tout hyper honorable, et réussir à le faire et faire des choix forts comme il a été capable de faire, notamment au PSG. Je trouve que cette identité-là le représente bien, et c'est quelque chose où nous, en tant que techniciens, moi, je me reconnais dans ça. C'est quelque chose où j'ai envie de faire passer ça aussi avec mon groupe, par exemple. Après, d'autres coachs espagnols que j'aimais bien Sanchez à Girone. Je trouvais qu'il avait très bien fait très bien fait jouer son Girone à l'époque où il se qualifie pour la Ligue des Champions. Sur son système à 3, il y avait des animations, donc là on regardait les matchs, c'était plutôt des choses sur le plan tactique, sur la mobilité, etc. Bon bref, il y avait des choses que je trouvais très bien.
comme le Xabi Alonso comme le Leverkusen de Xabi Alonso à l'époque. Donc, où pareil, il y avait des affluences à 3, je trouvais ça bien. Donc ça, c'est des coachs où j'ai suivi aussi un peu leur parcours. Donc il y a des choses sur lesquelles on s'inspire directement au terrain, d'autres plutôt dans ce qu'on peut lire, dans leur façon de fonctionner, tu vois. Donc c'est différentes influences que derrière tu essaies de remettre en place. Mais à la fin, tu gardes ton propre fonctionnement, tu vois. Tu viens prendre un peu de ce que tu aimes ici, un peu de ce que tu aimes là, et puis tu gardes un peu de ce que tu fais toi. Tu vois, il y a aussi Guardiola dans tout ce qu'il a pu faire, dans les innovations qu'il a amenées dans le foot, dans la capacité à vraiment faire passer le chemin pour arriver à la perf au-delà de la perf pure. Bah, c'est hyper intéressant pour nous en tant que technicien, tu vois, d'être capable des fois d'avoir différents schémas tactiques, différentes, comment dire, un postulat un peu différent, tu vois, pas seulement orienté sur la perf, mais plutôt sur, ok, la perf, on la veut tous, comment on y va et sur quel chemin Tu vas on y va. t'inspirer de ce qui t'entoure pour essayer de l'adapter après toi à ce que tu as. Exactement, à Mais- mon contexte, à ce que je suis, à ce que j'aime transmettre aussi, et puis à la fin, à ce que tu penses aussi être capable de transmettre. Voilà. Mais avec tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, mais où est-ce que tu trouves le temps de regarder tout ça? Comment ça se passe une journée type de Nicolas Chabot? Parce que je me dis, comment il a le temps de regarder toutes ces conférences de presse, de faire les entraînements, de faire tout ça? Non, j'avais beaucoup plus de temps avant. Ok. Voilà, j'avais beaucoup plus de temps avant quand je bossais chez les jeunes au club, donc à l'école de foot. Quand j'étais sur la double catégorie, j'avais du temps un peu pour lire, pour faire la formation continue, pour regarder des conférences. Aujourd'hui, du temps, j'en ai beaucoup moins. Par contre, j'aime toujours regarder des matchs. Tu vois, j'ai pris le temps, là, sur la période hivernale, j'ai demandé à l'analyse vidéo de me sortir des matchs de Como chez les gars, parce que je voulais regarder un peu le modèle de Fabregas. J'ai regardé un peu des matchs d'Arsenal, j'ai regardé des matchs d'Aston Villa, parce que je trouve qu'Aston Villa tourne bien en ce moment aussi. Et voilà, c'est essayer de regarder, de rester, on va dire, en éveil, de regarder ce qui se fait de bien, tiens, comment ils défendent, comment ils se structurent, comment est-ce qu'ils arrivent à créer leurs occasions. Et puis, comment est-ce qu'ils s'animent offensivement, comment est-ce qu'ils s'animent défensivement. Et puis, ça donne des idées de se dire, ok, nous, avec les forces et les opportunités qu'on a via notre effectif, on peut être capable d'aller s'inspirer de ça, tout en gardant notre colonne vertébrale, notre idée directrice, tu vois ce que je veux te dire. Okay. Et ça te permet de rester en éveil, de rester en mouvement, et nous, c'est ce qu'on a choisi, tu vois, avec les joueuses, c'est d'être capable de dire, tiens, là, on repart sur un début 2026, on a envie d'améliorer ça, on a envie d'améliorer ça, on a envie d'améliorer ça, on a envie de prendre plaisir dans ça, et on se trouve qu'il nous a manqué ça dans 2025, tu vois, on ne se dit pas, ok, on a tout bien fait, et puis on repart sur exactement la même chose, on remet du copier-coller, et puis c'est parti, on voit où ça va. Non, on essaie d'amener un peu de nouveauté. Ça apporte aussi de la sérénité, je pense. Et de la sérénité quand on est coach, parfois c'est un peu compliqué. Je pense à côté féminine depuis 2017, le premier coach avait été Tanguy Fotivo. Et depuis, il n'y a eu que 4 coachs des féminines en presque 10 ans. Côté garçon, il y en a eu 3 fois plus. Et rien que depuis que tu es là, en poste, il y en a eu 6. Comment tu l'expliques cette différence? Est-ce qu'il y a moins de pression côté coach féminin? Peut-être parce que c'est l'idée que je m'en fais, peut-être que je me trompe totalement, mais il y a la médiatisation est moins importante? Ouais, c'est possible. Alors, je pense que c'est pas les mêmes enjeux financiers aussi. Okay. Voilà, je pense que le football féminin aujourd'hui brasse un petit peu moins d'argent, enfin nettement moins d'argent que le football masculin. Donc les enjeux financiers sont différents. Donc le temps laissé est peut-être aussi plus important. Voilà, je pense que ça c'est un élément de réponse. C'est une question aussi que je me pose parce que on avait fait donc Pierre Aristou il y a quelques semaines en interview. Il avait dit j'espère que Luis Castro aura plus de temps que moi j'en ai eu, et finalement on le voit, il a fait 5 mois et demi. Est-ce que tu penses qu'en 5 mois et demi c'est quand même possible de faire ses preuves, de construire quelque chose sur la durée? Mais je pense que de toute façon, quand on est technicien, on est obligé de construire sur la rapidité. Ça, on est tous pareils, c'est-à-dire que nous, on sort d'une pré-saison, on doit être performant le premier match de championnat, et si on perd nos 4-5 premiers matchs de championnat, on se retrouve avec une saison difficile. Donc ça, c'est le lot de tous les techniciens. Donc oui, en 4-5 mois, tu as le temps d'aller mettre en place, on va dire, les prémices de ce que tu veux. C'est très court, évidemment, c'est très court. Tu as le temps de mettre certaines choses en place. Après, il faut que tout va plus vite si tu as pu faire le recrutement que tu voulais faire, si les joueurs que tu as pu ou les joueuses que tu as pu cibler, ils sont en adéquation avec ton projet de jeu, ta méthodologie d'entraînement. Si c'est le cas, c'est des accélérateurs, ça gagne du temps. Si c'est pas le cas, tu perds un peu de temps. Donc voilà, le contexte garçon, on va dire que je le connais pas bien dans le sens où je sais pas s'ils ont réussi à faire exactement le recrutement qu'ils voulaient faire.
si tous les joueurs étaient adaptés à la méthode du staff et au projet de jeu dans lequel voulait évoluer le staff. Voilà, ça, j'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est que si tout est aligné en 4-5 mois, tu as le temps de pouvoir mettre des choses en place. Ouais. On parlait d'opportunités tout à l'heure et j'avais entendu également en interview ton employeur, c'est le FC Nantes. Demain, si là, il y a le coach, encore une fois, chez les garçons, ne correspond pas à la demande. Est-ce que si on te demande à toi d'y aller, t'y vas? Joker. Joker, ça marche, pas de problème. Mais c'est vrai que c'est une question qui est difficile à répondre parce que aujourd'hui, tu entraînes que les filles, tu as entraîné les plus jeunes auparavant. Donc c'est vrai que c'est pas évident de se positionner et d'avoir la réponse à cette question. Non, aujourd'hui, je suis avec les filles. Et que ça se passe bien. Je me concentre sur les filles. Tu as bien raison. Toujours dans ce lien garçon-fille, que gérer un groupe de filles, c'est différent des garçons, comme tu as vécu les deux. Est-ce que tu vois de différences majeures dans l'ambiance, dans les vestiaires? Je parle d'ambiance parce que à l'entraînement tout à l'heure qu'on a filmé avec plaisir, on a pris du plaisir parce qu'il y avait beaucoup de musique. Ouais. On se dit trop bien quoi. Ouais, alors les filles, mais comme les jeunes, ils ont cette faculté à être très joviales, très souriantes, très souriantes. Voilà, c'est assez festif. Après, on va dire que les résultats, la dynamique, l'ambiance générale aide forcément. Quand tu gagnes, tout est beaucoup plus simple. Il y a des différences, notamment, je dirais, sur les aspects managériaux. Alors, entre manager des jeunes et manager des adultes, déjà, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de coachs chez les garçons qui ont 60, même 70 ans. Toi, tu as 2 fois moins. Ouais. Est-ce que au niveau de l'autorité par rapport aux filles, comment tu te positionnes? Est-ce qu'il y a quand même t'es quand même au-dessus ou c'est un côté un peu copain-copain? Comment ça se passe? Non, tu peux pas faire copain-copain. Maintenant, j'ai des joueuses qui sont plus vieilles que moi. Donc, tu peux pas non plus leur donner des leçons de vie. Elles ont aussi leur expérience, elles ont aussi leur vécu. Donc, c'est parfois des discussions où on va être amené à échanger, à débattre, voilà, et puis elles ont surtout leur mot à dire, il faut être capable de l'entendre aussi. Et puis des fois, c'est aussi des choses qui sont plus descendantes, plus directives, voilà, on essaie d'alterner. Il y a des choses sur lesquelles on ne déroge pas, il y a des choses sur lesquelles on peut discuter, il y a des choses sur lesquelles on est ouvert. Mais voilà, c'est pas forcément une question d'âge, c'est plus une question de cohérence, de crédibilité dans ce qu'on va mettre en place. À partir du moment où tu mets en place quelque chose de cohérent, que tu sois plus jeune ou beaucoup plus vieux, le message, s'il fait sens pour elle, il passe bien, peu importe l'âge. Il y a quelques mois en interview pour l'Arkema Première Ligue, tu disais que le football féminin était en retard en France, tu précisais en France. Est-ce qu'un an après, là, en quelques mois, personnellement j'ai vu des différences, est-ce que tu en as ressenti aussi? Ouais, alors je trouvais qu'on avait du retard notamment sur les infrastructures d'entraînement, infrastructures de match, tout ce qui était lié peut-être à la diffusion. Donc il y a quand même pas mal de choses qui se sont améliorées et assez rapidement. Pour moi, on est toujours encore un poil en retard sur les installations d'entraînement. Okay. Je pense qu'en France, il y a encore quelques clubs qui s'entraînent sur synthétique. Je ne suis pas persuadé qu'à l'étranger, ce soit encore le cas. Okay. Notamment, voilà, pour connaître un peu le championnat espagnol, toutes les équipes s'entraînent sur des terrains hybrides, à l'intérieur des cités sportives, etc. Donc, pour le coup, ils sont plutôt bien. Non, je pense que on essaie de rattraper notre retard. Après, tu es toujours encore un peu en retard par rapport aux USA, à l'Angleterre, qui s'est très vite et très fortement développé. Mais en tout cas, la Fédé tend à être sur le dossier pour rattraper ce retard-là. Des changements, donc on en a vu cette année positifs pour le football féminin. Moi, il y en a encore un qui marque particulièrement. On avait vu Corinne Diacre faire 3 ans en Ligue 2 chez les hommes. Aujourd'hui, on voit des coachs hommes réussir chez les femmes. Mais l'inverse, j'ai l'impression que ça reste encore un peu tabou dans le top 5 européen. En Angleterre, on a Anna Dingley qui est en D2. Comment tu peux l'expliquer finalement cette différence encore aujourd'hui? Il y a Pochettino qui l'a fait, je crois, de mémoire. Il avait démarré avec l'Espagnol Barcelone. Je crois que ça s'était fait. Je sais pas comment ça peut s'expliquer. Je pense que beaucoup d'employeurs ou de directeurs sportifs pensent que c'est trop spécifique d'être chez les filles ou trop spécifique d'être chez les gars. Je pense que pourtant c'est le même métier. Oui. Je pense que c'est le même métier. Après, évidemment, tu manages peut-être les filles différemment dans le sens où tu es encore plus dans l'approche humaine, tu passes encore plus de temps, on va dire, dans la gestion des différentes perceptions. Mais les gars, pour moi, vont être
manager un peu plus de cette manière-là aussi. Aujourd'hui, tu peux plus dire à un gars, tais-toi et cours. C'est-à-dire que tu es obligé de lui expliquer l'intérêt de faire cet exercice-là ou ce procédé-là, l'intérêt pour lui de bien fonctionner dans sa carrière, dans son évolution, etc. Donc une fille, c'est pareil. Donc peut-être que certains pensent que c'est trop spécifique, mais en réalité, je pense pas. c'est presque du copier-coller, quoi. Comme tout bon coach qui se respecte, tu n'aimes pas les réseaux sociaux, et je pense à juste titre, pas trop en tout cas, parce qu'on peut lire de tout, du super positif comme du super négatif. Sur le football féminin, malheureusement, il y a encore aujourd'hui des a priori, notamment sur l'aspect spectacle. Et je pense que récemment, il y a eu la meilleure réponse possible. 17 491 personnes récemment à la Beaujoire, hein, si je ne me trompe pas, si le chiffre est bon. Quelle réaction il y a eu chez les filles à ce moment-là, quand elles ont vu autant de monde venir les supporter dans ce stade mythique? Bah, les filles, elles étaient mais comme le staff, elles étaient très très contentes. Voilà, je pense qu'elles travaillent aussi dur tous les jours. Elles sacrifient aussi beaucoup de choses sur le plan personnel, sur le plan familial pour pouvoir mener à bien leur carrière. Donc c'est aussi une récompense. Et puis à la fin, ça reste qu'on fait ce sport-là aussi pour partager des émotions avec les gens. Voilà, je pense que c'est ça qui est beau. C'est essayer de transmettre quelque chose, c'est essayer d'amener un spectacle au stade et puis que les gens puissent prendre du plaisir avec ça. Si tu joues tous les week-ends devant 20 spectateurs ou 50 spectateurs, c'est pas le même partage. Voilà. Donc je pense qu'elles étaient très contentes. Le 3 octobre, c'était le premier but de l'histoire de la Beaujoire pour les féminines avec un but de Lucie Calba. T'as ressenti quoi à ce moment-là? Quelque chose en particulier? C'est un moment qu'on, je pense, on n'oubliera jamais, ni elle, ni nous, ni l'histoire du club. Voilà, c'est un moment qui était incroyable. Voilà. Au-delà de ce premier but-là sur le plan historique, nous, c'était l'ouverture du score. C'est ça. C'était ce qui t'amenait dans la bonne dynamique pour essayer de prendre 3 points contre le PFC, qui était un super adversaire. Donc non, particulier, encore plus fort, on va dire, que n'importe quel autre but. Ouais. Quand tu parles de ton métier de coach, qu'on écoute ta manière d'en parler, et tu l'as dit tout à l'heure, on a l'impression que c'est du 24-24 pour toi, et que même devant un film, tu prends des notes pour tes joueuses. Est-ce qu'on peut être coach d'élite à ton niveau sans être un peu malade du foot? Est-ce que tu as eu le temps de regarder, je sais pas, la dernière saison de Stranger Things ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, je pense qu'on est... Alors déjà, il faut accepter évidemment de bosser 24 heures sur 24, je pense. Et je pense qu'on est tous pareils, que ça soit coach principal ou membre de staff. En général, c'est des moments où on peut échanger, nous, des WhatsApp à 1h du mat. Est-ce que tu as bien pensé à ça, à ça? Est-ce que tu penses que ça, c'est une bonne idée? Mais même avec le prépa physique, voilà, ça peut être... les gars, on est connectés en permanence. Après, voilà, je ne sais pas comment les autres font leur travail. Moi, j'essaie comme je te disais, de rester en mouvement, c'est-à-dire de pouvoir m'inspirer de ce qui se fait ailleurs, de regarder ce qui se fait de bien, donc ça prend aussi du temps. Et puis, vu que c'est une activité humaine, tout le temps, en fait, tu es en train de penser, est-ce qu'elle va bien? Comment je peux essayer de la rendre meilleure en ce moment? Tiens, je me mets une note parce qu'il faut que je pense à lui dire ça, il faut que je pense à faire ci, ou à lui montrer ça, ou tiens, j'envoie un message à l'analyse vidéo, est-ce que tu peux me sortir telle séquence parce que j'ai besoin de lui montrer, parce que je pense que ça peut la faire progresser. Ton premier mercato, on va dire qu'il était sportif, tu as fait 15 recrues. Ouais. En plus, c'était un moment où on ne savait pas encore si le FC Nantes allait se maintenir ou pas en D2. Finalement, oui. Les choix n'étaient pas évidents. Tu racontes en interview à ce moment-là que tu fais du 7h, 2h du matin pendant un mois. Ouais. Moi, ce qui m'a marqué humainement, c'est que tu expliques que tu essaies de répondre à tout le monde, même ceux qui ne sont pas pris. Ouais, alors on essayait de mettre un feedback. Ouais, on essayait de mettre un feedback à tous les agents. Pour dire voilà, ça c'est pas suffisant, ça c'est bien, mais ça correspond pas à ce qu'on veut, ou on a déjà signé un profil sur ce poste-là. Ouais, on essaie à ce moment-là de répondre à tout le monde. Après, dans ma prise de fonction, je traitais avec beaucoup moins d'agents qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on traite avec 3 ou 4 fois plus d'agents qu'il y a 3 ans. Donc c'était aussi un peu plus facile de répondre. Aujourd'hui, c'est encore plus dur de répondre à tout le monde. Du monde entier. Ouais. Parce qu'il y a de plus en plus de joueuses internationales qui viennent dans l'équipe. Ouais, on reçoit des demandes de partout. Là, aujourd'hui, on va même jusqu'au Japon, tu vas jusqu'au Brésil, au Mexique. Ouais, tu peux signer des joueuses aujourd'hui du monde entier. Donc, les agents du monde entier, aujourd'hui, te contactent pour t'envoyer aussi leur profil. Ouais. Comment tu as réussi à faire la différence? Parce que, encore une fois, on ne savait pas si on allait en D3 et tu
tu as décidé de partir dans ta tête comme si on allait finir en D3. Comment tu as réussi à les convaincre de faire partie de ce projet, je dis bien projet, et que ce soit pas juste un club étape, en fait. En mode, bah, je reste là et puis je vais partir dans 6 mois, 1 an. Ouais, je suis parti du principe qu'on y serait parce que factuellement on y était. Voilà, Ok. et que jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que j'avais dit à l'époque aux différents agents qui me disaient Nico, laisse une place parce que vous allez sûrement être repêché en D2, on va pouvoir te présenter tel ou tel profil de joueuse. Voilà, moi j'avais répondu qu'à ce moment-là, si on n'y était pas, les profils de joueuses je les aurais pas et les bons profils que je voulais pour la 3e division, je les aurais pas eu non plus parce que j'aurais laissé les places libres. Donc j'ai essayé de constituer l'effectif le meilleur possible sur la 3e division pour essayer de remonter directement. Et puis factuellement, si on était maintenu et repêché, ben, on devrait faire avec cet effectif-là et on fera au mieux pour s'y maintenir en fait. Donc ça, c'était l'objectif. Et puis à ce moment-là, ben, il faut aller chercher des joueuses qui, moi, répondent à ce qu'on voulait mettre en place sur le plan foot, parce qu'on savait déjà où est-ce qu'on voulait aller, de quelle manière on voulait jouer, on voyait, on avait déjà l'idée de comment on voulait s'entraîner, etc. Tout était déjà dans notre tête, parce que je fonctionnais déjà comme ça chez les jeunes avec les gars, et je fonctionnais comme ça déjà chez les filles avec la réserve. Avec 2 éléments clés, 2 postes clés. Une bonne gardienne et une bonne milieu. Ouais. Ouais, c'était important pour moi, parce que je savais que je voulais qu'on soit nombreuses à l'intérieur, je savais que la façon dont on joue nécessite de contrôler le milieu de terrain, donc j'avais besoin d'éléments clés sur ce poste-là. Et puis dans le football féminin, quand tu as une bonne gardienne, en général, tu prends des points, donc c'était un peu les éléments importants. Et puis donc, c'est simple, les 3 premières recrues qu'on fait, c'est d'abord de garder notre capitaine qui était Cilia Couy, donc, qui était au milieu, qui était ma pointe basse. Derrière, on fait signer Lalia Storti et Emily Burns. Oui. Donc Lalia qui jouait au milieu aussi et Emily qui jouait dans les buts. Donc ça, c'est les premiers recrutements qu'on fait. À partir de ce moment-là, je sais que j'ai au moins 2 de mes titulaires au milieu sur 3, parce qu'on joue souvent soit à 3, soit à 4 à l'intérieur. Et puis j'ai la bonne gardienne que je souhaitais en fait. Donc déjà, on avait la colonne vertébrale et puis derrière, on pouvait compléter et peaufiner autour. Les gens ont envie de savoir. On est passé, là on parlait de D3, finalement on n'y est pas allé, on était en D2, Ouais. et là on est en D1. Et là on n'est pas qu'en D1, on n'est pas en bas de classement D1, on est 4e, très proche de cette 3e place du Paris FC qu'on va jouer très bientôt, donc c'est un match clé, je pense. Comment tu expliques le succès de ce début de saison pour les Nantaises? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que tu vois quelque chose de différent? Déjà, c'est la continuité, je pense, du projet dont on parle dès le début, parce qu'on a gardé la même façon de jouer, la même façon de s'entraîner. Il y a des joueuses qui sont issues de ce projet-là et qui sont dans leur 3e année. Qui permettent d'accueillir aussi les nouvelles qui arrivent? Exactement, c'est un gain de temps, aussi bien dans l'adaptation, dans l'état d'esprit de ce qu'on veut, dans les valeurs de ce qu'on veut, mais aussi dans le projet tactique. Voilà, c'est des joueuses qui nous aident énormément et puis qui aident les nouvelles à bien s'intégrer. Ensuite, je pense que le choix des joueuses qu'on a fait cet été, ceux sur qui on s'est penché, on ne s'est pas beaucoup trompé parce que c'est des joueuses qui se sont très vite fondues en termes de mentalité, mais aussi en termes d'idées de jeu. Voilà, c'est des joueuses qui nous ont ramené à la fois leur singularité, leur plus-value, leur singularité footballistique à elles, leur qualité à elles, et puis qui se sont incorporées dans le projet collectif qui était le nôtre. Le collectif avant tout. Bien sûr, non, mais ça c'était une valeur c'est une valeur qui est hyper importante pour nous, voilà, la façon dont on joue. Et puis ce mariage-là, en fait, il a super vite pris. Dès la pré-saison, dès la sortie de pré-saison, on commence à être performant et c'est ce qui nous a amené à être performant dès la J1 contre Saint-Etienne à la maison. Et c'est quoi le piège pour pas s'essouffler? Le piège pour pas s'essouffler, c'est d'être capable justement de toujours redynamiser ce groupe-là en trouvant des nouveaux axes d'amélioration, voilà, que ce soit qui soit sur le plan tactique, mais ça peut être aussi sur les formats d'entraînement, ça peut être sur plein de choses sur lesquelles on peut jouer. Nous, on a choisi de repartir en 2026, comme on a fait en général les autres années, c'est de trouver 3-4 gros points d'amélioration dans le jeu, dans ce qu'on veut faire. Ça peut être parfois aussi de varier entre 1 ou 2 systèmes, voilà, de ne pas tout le temps être enfermé et endormi dans une organisation. Donc on peut être capable aussi de varier les systèmes, on peut être capable d'aller chercher 2-3 axes dans ce qu'on veut faire sur le plan offensif, sur le plan défensif. Et on a déjà commencé à le mettre en pratique dès la première séance de 2026. Et toujours en musique. Et toujours en musique. Et pourquoi toujours en musique? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui nous réussit, c'est quelque chose qui fait que les joueuses elles prennent plaisir le matin à venir s'entraîner, quand parfois c'est gris ou quand parfois il pleut.
C'est un langage universel aussi? Ouais, je pense. Aujourd'hui, la musique, je pense que ça soit toi ou moi dans notre quotidien, voilà, tu es sous la douche, tu pars, tu mets la musique, tu vas faire une soirée avec tes copains, tu vas mettre la musique, c'est ce qui va t'ambiancer. C'est vrai. À la fin, c'est vrai. Beaucoup de personnes utilisent dans les sports la musique pour se préparer, pour se concentrer, dans les écouteurs, dans le casque. Et en fait, ben, si tu le fais en préparation de match, en préparation mentale, que tu le fais pour rentrer dans ta bulle, pour te concentrer, etc., qu'est-ce qui t'empêche de le faire à l'entraînement? Dans un contexte où en fait tu vas mettre la musique comme quelque chose de normal, comme quelque chose de routinisé, qui fait qu'à un moment donné, bah, tu es capable et d'avoir un niveau de performance intéressant, et de rigoler, et d'être dans une bonne ambiance, et tu vois ce que je veux dire? D'allier un peu le travail hyper sérieux et en même temps le plaisir, parce qu'à la fin, le plaisir, c'est important. Donc le plaisir, normalement, selon tes goûts musicaux, c'est de la musique latino. Selon mes goûts latinos, ouais. Enfin, moi, je suis un peu plus orienté sur les goûts latinos. Est-ce qu'il y a une Mais, playlist de la playlist, gagne? c'est les filles. La playlist, c'est les filles qui les font. D'accord, ok. On a le droit, chaque personne a le droit de mettre deux sons, je crois, ou trois sons dans la playlist. Et chacun met ce qu'il veut mettre. Donc, par exemple, il y en a qui sont sur la culture américaine, donc Ouais. ils mettent la culture américaine. Il y en a qui sont sur des choses françaises. Il y en a qui sont sur les années 80. Oui, il y Il y a a... tout dans notre playlist. Mais c'est aussi ça la richesse, c'est que demain il y a un son qui sort, ça reste aléatoire et ça peut créer une ambiance, une ambiance de groupe. On n'a pas accès à la playlist Spotify, on ne peut pas la regarder. C'est dans mon téléphone. Ah, bon, on la regardera tout à l'heure, on essaiera de faire un plan, on vous la donnera. On voit beaucoup d'anciens joueurs devenir coach, presque comme si ça suffisait finalement pour devenir coach. Mais en réalité, il faut de nombreux diplômes. Toi, tu en as 5. Est-ce que tu peux expliquer, si c'est trop compliqué à dégrossir, reste dans le soft, mais est-ce que tu peux expliquer leur spécificité? Pourquoi ces 5 diplômes? En fait, ils fonctionnent par graduation, pardon. C'est-à-dire que tu es obligé de passer par les étapes du bas pour avancer et pour franchir. Tu peux pas t'inscrire sur un diplôme sans avoir été sur les précédents. Je sais pas si tu me suis. Donc, Oui, en je gros, comprends. au début, tu es obligé de... Comme à l'époque, on pensait que pour avoir le bac, il fallait absolument le brevet. Voilà, c'est un peu le même fonctionnement. Donc, Ok. c'est sous un format d'échelle où tu passes au début les premiers CQPF ou les premiers, nous à l'époque, c'était des CFF. Donc, ça t'amène des connaissances sur le public, sur l'enfant, sur l'adulte, sur le jeune, sur les premiers procès d'entraînement. Qu'est-ce que c'est un jeu? Qu'est-ce que c'est un exercice? Voilà. Dans un modèle organisé via la fédération. Donc, c'est-à-dire un modèle fédéral calqué pour que tout le monde fonctionne de la même manière. Donc ça, c'est les premiers niveaux. Ça t'amène sur on va dire, une espèce de tronc commun qui est le brevet de moniteur de football. Ok. Voilà. Une fois que tu as celui-ci, tu peux t'inscrire au brevet d'entraîneur de football, donc qui est le BEF, où là, on commence à parler un peu plus de foot à 11, on commence à parler un peu plus de foot à 11 au niveau régional, de système, de tactique, d'opposition de système, d'entraînement, on va dire, en fonction de ton système. Okay. Donc, on commence à parler un peu plus de performance qu'avant. Avant, on commence à parler d'encadrement, d'animation. Oui, le moniteur, il encadre juste, c'est ce que j'allais dire. Okay. Il encadre, il est là pour développer l'enfant. Le BEF, il est là pour développer le footballeur dans un aspect compétitif. Okay. Derrière, donc, il y a moi, j'ai passé sur la format VAE le DES. Ah, c'est le 4e, ça, logiquement. Ouais. Donc, le DES qui est on va dire, on commence à parler de pilotage de projet, on commence à parler de management général, on commence à parler de management de staff, on commence à parler de fonctionnement staff, d'analyse vidéo, on commence à aller chercher la perf senior foot à 11, un peu plus évolué sur les niveaux un peu plus nationaux, là où on commence à aller sur de la compétition. Et je suis en train de passer cette année l'UEFA Pro, enfin le BEPF, qui est le dernier niveau, où là on va chercher un peu la même chose que sur le DES, mais sur des formats encore plus précis, encore plus pointus. Ouais. Ok. Mais du coup, lequel est obligatoire pour devenir coach? Parce que on a vu dans la presse souvent, on apprenait que le club devait payer des amendes parce que certains coachs n'avaient pas les diplômes. C'est lequel qui est obligatoire dans le celui-ci? BEPF. Donc en Ligue 1, si tu veux coacher en Ligue 1 garçon, c'est le BEPF. C'est le dernier niveau. Ouais, okay. Ouais. Si tu veux coacher en Ligue 1 féminine, c'est le DES. Donc c'est le niveau juste en dessous. Ils peuvent passer directement le 5e ou les 4 ils sont pas obligés? Ça dépend. Si demain tu es un ancien pro que ça joue quand même. Que tu as tes 100 matchs je crois, en Ligue 1 ou que tu as une carrière internationale, tu peux directement aller au dernier niveau au BEPF. Ah oui, si tu les as pas, il faut que tu passes par les étapes intermédiaires.
On a parlé tout à l'heure du premier but à la Beaujoire pour les féminines, mais c'était peut-être pas ton match le plus marquant. Est-ce que tu en as un autre en tête? Non, le premier à la Beaujoire, il était très marquant. Voilà, quand on a accueilli le PSG, donc ça c'était l'année d'avant, parce que c'était la première fois, Mm. voilà, simplement. Le PFC, si, il était marquant, parce que la première victoire, les premiers buts, pour moi, c'est grâce à ces buts-là aussi que tu communies avec le public. C'était une belle fête, le Paris Saint-Germain, mais à la fin, on avait perdu 1-0. Il te manquait c'était ce regret-là qu'on avait, tu vois, de ne pas marquer ce petit but pour faire lever le public. Et là, on l'a eu, donc le match le plus marquant pour moi, c'est celui-ci. Après, on a eu la chance de le revivre contre Marseille, où on était encore plus nombreux, dans un match, on va dire, avec un niveau de maîtrise intéressant, un 3-0, il y a eu 3 buts, des scores. T'as pas pris de but, donc c'est un match qui est pour le coup assez complet et c'est une presta complète. Il n'y a pas un moment où on a vraiment souffert, où on était en grosse difficulté, comme c'était le cas un peu contre le PFC, où on a eu un temps faible. Là, c'est un match où on a encore plus profité de l'événement, on va dire. Pour terminer, si j'avais une gomme magique et que j'effaçais ton nom de la feuille de match, on regarde le match du FC Nantes, comment un spectateur pourra se dire, tiens, ça c'est une équipe de Nicolas Chabot, ça va être quoi ta signature visuelle? C'est une équipe qui est, on va dire, qui a une coordination collective dans les positions où ça bouge. Tu as l'impression que c'est ordonné et à la fois désordonné. C'est-à-dire que on est capable de changer énormément de position, de changer de structure, de changer de système, mais tu as l'impression que chaque joueuse est tout le temps dans sa bonne position et qu'elles sont bien coordonnées entre elles. Donc déjà, ça, c'est, on va dire, un des piliers importants de la façon dont on joue. C'est une équipe qui aura de la maîtrise, qui va être capable d'attaquer beaucoup, qui va essayer d'être très offensive. Et puis c'est une équipe qui va, sur le plan défensif, être capable d'aller chercher très haut, d'harceler, d'être agressive, d'être très intense. Voilà, je pense que si on arrive à avoir ça, on se dit que ça peut être une de mes équipes, mais voilà, il y a aussi plein de techniciens qui vont sur ce format-là. Donc voilà, s'il y a ça, je serais ravi d'être associé à ces équipes-là en tout cas. Aujourd'hui, à l'heure du tournage, le FC Nantes est à 7 victoires cette saison, 4 défaites, pas de nul. J'ai envie de te dire, je souhaite au moins un podium. Ce serait super pour cette première saison en D1, ce serait incroyable. Et puis peut-être une victoire en Coupe de France. Non, un podium, ce serait incroyable. Voilà, aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens d'y être sur la phase aller, on a montré que sportivement, on pouvait s'en rapprocher. Voilà. Après, même si, on va dire en termes d'infrastructure, de moyens économiques, on ne lutte pas encore avec les plus gros de ce championnat. La beauté, c'est que ça se fait sur le terrain et que sur le terrain, pour l'instant, on a répondu présent. Donc, il faut qu'on soit capable de répondre présent comme ça sur la deuxième partie de saison. Après, si ça ne se fait pas, ce n'est pas un échec parce que notre objectif à la base, c'était d'être capable de continuer de se structurer et puis d'avancer dans la première moitié. Mais aujourd'hui, on s'est donné le droit de rêver et puis on va le faire à fond. Merci Nicolas de nous avoir Merci accueillis beaucoup. aujourd'hui. Pensez à nous suivre. Vous voyez que depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a des magnifiques interviews, dont celle avec Nicolas aujourd'hui. Et vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Je crois qu'on a tous les réseaux possibles. À bientôt. Bon, là, ça change un peu de la musique latino, hein. Crazy in Love de Beyoncé. Si, je ne connais même pas la deuxième. On a du Gims quand même, du Bad Bunny, Non, ça. mais il y a tout. Hein. On rejoint, ouais, c'est vrai que c'est. Ah, mais attends, on avait une espagnole et une sud-américaine aussi. Il y a du Jul, Aya Nakamura, et forcément du Céline Dion, prière païenne. Voilà. Juste avant chaque match, je pense qu'avec ça, t'es sûr de gagner.